Je vais donc laisser la parole, juste avant Philippe Poutou, à Mar, donc militante au comité NPA Paris 8 et étudiante ici aussi. Anticapitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste. J'allais commencer en disant qu'en regardant cet amphi, ça me remémorait qu'il y a un an presque exactement, c'était la première assemblée générale contre la loi travail à Paris 8 et qui nous lançait dans le mouvement, un mouvement qui, contre toute attente, durera plus de 4 mois. J'allais commencer en disant ça et je vais commencer en disant que le anticapitaliste qui résonne depuis tout à l'heure dans l'amphi me rappelle exactement la même chose. C'était le slogan de nos manifestations. Ça a été 4 mois de lutte qui ont vu Paris 8 bloqué à plusieurs reprises, ainsi que d'autres facs, qui ont vu un début de jonction entre les lycéens qui sortaient, entre les étudiants, mais également entre les travailleurs qui ont pu bloquer à plusieurs reprises différents secteurs de travail. Et ça a été également un moment où le mouvement étudiant a pu tester ses propres organes d'auto-organisation, mettre en place des assemblées générales fac par fac qui nous permettaient de nous réunir de semaine en semaine, de jour en jour même, pour discuter des perspectives de lutte locale, mais également de pouvoir se coordonner à l'échelle nationale et voter ensemble et en commun le plan qu'on pensera le meilleur pour pouvoir gagner la lutte. Ça, cette idée-là, que c'est au mouvement lui-même, aux étudiants eux-mêmes, aux travailleurs, travailleuses eux-mêmes, de prendre leurs affaires en main, c'est une idée beaucoup plus générale et qu'on essaye de porter à travers la candidature de Philippe Poutou, que Philippe Poutou répète, à mon avis, à plusieurs reprises, qu'il n'y aura pas de sauveur suprême, mais que nos affaires, c'est à nous de les gérer nous-mêmes. Et le printemps 2016, il a été une première bataille et on voit qu'aujourd'hui cette bataille elle continue. Aujourd'hui c'était une journée de grève interprofessionnelle, notamment pour la fonction publique. Depuis plusieurs jours, Omar l'a rappelé, il y a différents secteurs qui sortent également dans la rue contre les violences policières suite au viol de Théo, qui est bien un viol, Omar l'a rappelé également. Suite également, on s'en souvient, au meurtre d'Adama en juillet dernier, contre les violences policières plus en général. Je voudrais commencer par rappeler quelques réalités sur la situation de la jeunesse aujourd'hui. En France, c'est 25% de chômage pour les jeunes. C'est un taux de chômage qui augmente rapidement à 70% pour certains quartiers populaires. C'est pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un travail, souvent des jobs précaires, une accumulation de jobs précaires qui ne nous promettent pas de pouvoir boucler les fins de mois. C'est plus d'un étudiant, mais bien plus d'un étudiant sur deux, en réalité, qui travaillent en même temps que leurs études. C'est tout un tas de réalités qu'on vit au quotidien, qu'on vit toute la journée. Et le soir, quand on peut enfin rentrer chez nous et qu'on allume la télé, le soir, quand on allume la télé, c'est Macron qu'on entend qui pense qu'il faut augmenter le temps de travail des jeunes et que c'est par cette augmentation de notre exploitation qu'on va retrouver notre dignité. On entend également Fillon qui pense devoir généraliser l'apprentissage, l'apprentissage pour les jeunes, sortir plus vite les enfants de classe populaire pour qu'ils deviennent directement de la chair à patron. C'est également un Hamon qui pense tenter de gérer la misère en nous promettant quelques centaines d'euros par mois. C'est toute une réalité que nous, au NPA, on ne propose pas de gérer la misère comme le fait Macron. On ne propose pas d'augmenter l'exploitation. Au contraire, face au chômage, face à la précarité, on propose une mesure simple qui est celle du partage du temps de travail entre toutes et tous et sous contrôle des travailleurs et travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes. Notre réalité, elle est aussi celle de la casse de nos conditions d'études, pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir y accéder. Elle est celle des amphibondés, pour d'autres raisons que ce soir. Elle est celle des suppressions de postes enseignants et personnels. Elle est celle des suppressions de filières. Elle est celle de la généralisation des logiques de sélection aux portes d'entrée de la fac. Elle est la promesse également de l'augmentation des hausses des frais d'inscription. C'est toutes des mesures qui visent directement à exclure les secteurs les plus populaires de l'université. Ça, pourtant, ça passe pas non plus comme une lettre à la poste et on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a des luttes qui perdurent. On a vu à Toulouse, on voit à Paris 3, Paris 7, Paris 5 aujourd'hui menacés de fusion. Et c'est aussi à ça que devrait servir la candidature de Philippe Poutou, il nous semble, à lutter pour une fac qui soit ouverte à tous et à toutes, à lutter pour un savoir qui soit mis au service de l'intérêt général de la population, et non pas qui nous apprennent à être les travailleurs bien dociles des entreprises qui aujourd'hui siègent dans nos conseils d'administration. Notre réalité, elle est également celle que, à chaque fois qu'on essaye de se battre, à chaque fois qu'on essaye de relever la tête,
ont subi la répression. On subit les forces armées, la police, les CRS, qui servent de dernier recours quand les discours de nos gouvernants, quand les discours de nos patrons, de nos directions de fac, ils n'ont pas suffi à nous convaincre. Ces mêmes forces armées, on voit aussi comment elles sont le bras armé qui sert quotidiennement à humilier les quartiers populaires. Elles sont aussi celles qui servent à réprimer les migrants, alors même que la France multiplie ses interventions militaires à l'étranger. Et leur programme qui nous promettent aux élections, c'est toujours plus une tentative de nous mettre au pas, de mettre au pas la jeunesse. C'est Fillon qui voudrait que nos livres d'histoire ils chantent les louanges d'un récit national qui est celui de la valorisation de la colonisation et de l'invisibilisation de nos luttes. C'est Hamon qui est le champion de la hausse du budget de l'armée, 3% du PIB. C'est tous qui réclament un renforcement des effectifs de police. Plusieurs qui voudraient nous imposer un service civique, voire militaire. Et même Mélenchon, aujourd'hui, il est passé au bleu-blanc-rouge. Et on entend son discours de défense de la France. Mais quelle France? Est-ce que, à croire que dans ce pays, on aurait tous les mêmes intérêts? À croire que Théo, il aurait les mêmes intérêts que ses violeurs en uniforme? À croire que Anas, il aurait les mêmes intérêts que sa direction? À croire que moi, j'ai les mêmes intérêts que ma direction de fac? En aucun cas. Nous, on se bat pour la levée de l'état d'urgence, pour la légalisation du cannabis, pour l'ouverture des frontières, pour l'accueil de l'ensemble des migrants et migrantes qui veulent entrer en France. On se bat également pour la dissolution de la police. Parce que combien il faudra d'agressions comme celle de Théo et comme celle qu'a décrit Omar Slaouti? Combien il faudra de démantèlement de piquets de grève pour constater que la police, c'est pas une question de bavure, c'est pas une question d'acte isolé, mais c'est bien un rôle structurel qu'elle joue contre nos luttes, qu'elle joue dans les quartiers populaires. Ça a déjà été fait, mais je voulais en profiter quand même pour rappeler et me solidariser de l'appel qui a été fait à la manifestation du 19 mars, qui doit d'être une échéance de rassemblement, de regroupement, et qui doit être une échéance marquante dans la période. Je parlais de nous tous qui, pour être, disons, qui faisons face à la police. Il y en a d'autres par contre qui n'ont rien à craindre, et on le voit quand un certain monsieur Fillon peut détourner plus d'1 million d'euros pour le partager de façon restreinte entre l'ensemble des membres de sa famille, pour se payer son château de campagne qu'il étale ensuite dans les journaux. Lui, en revanche, il court toujours. Il n'a pas eu à être inquiété de la police, à peine de la justice. Ça lui fait un peu de mal pour une fois, pour les autres des politiciens rarement. Comme si, sous la Ve République, être politicien professionnel, ça veut lui dire bénéficier d'une certaine impunité judiciaire et policière. Nous, c'est quelque chose qu'on refuse profondément. Et bien au contraire, on reprend un programme qui a été appliqué en 1871. Ça fait bail. Un programme qui a été appliqué par des travailleurs qui ont repris le pouvoir sur la ville et la région de Paris, qui s'appelait à l'époque la Commune de Paris, et qu'on est un certain nombre à pas connaître dans cette salle, parce que ça a été également supprimé de l'histoire. La Commune de Paris, elle revendiquait parmi de multiples choses, deux de ces choses. La première chose, c'est que aucun haut fonctionnaire ne devrait être payé plus que au-dessus du salaire médian. La deuxième chose, c'est que tous, ils devaient être élus et révocables à tout moment. Alors nous, on n'est pas la génération de la Commune de Paris, on est bien plus la génération qui a grandi plus de la moitié de sa vie sous la crise, dans l'idée qu'on aurait de toute façon un avenir sombre, qu'il faudrait faire des efforts, qu'il faudrait se serrer la ceinture. Moi, j'ai grandi en intégrant profondément le fait qu'il n'y aurait pas d'alternative, comme disait Thatcher et comme on nous l'a répété très souvent, et notamment jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui que je milite, on essaie de me faire passer l'idée que ce pourquoi je me bats, un monde plus juste, un monde libéré de l'exploitation et de l'oppression, ça, ce serait une utopie. On essaie de me dire que, t'inquiète pas, ça passera avec l'âge. Tu verras, l'âge de la raison, quand on vieillit, on comprend ce que c'est que le monde. Ça, c'est la meilleure phrase parce que ça te donne un peu l'impression qu'être révolutionnaire, c'est comme une maladie, ça te passera quand tu grandiras. C'est une belle façon surtout d'assurer, quand on a un pouvoir minoritaire, quand on a un pouvoir illégitime, convaincre les gens qu'on domine, convaincre les gens qu'on gouverne, qui sont en incapacité, en réalité, de chercher un autre monde, qui sont en incapacité de pouvoir lutter pour autre chose. Ça, c'est la meilleure façon, en réalité, de garder le pouvoir. Pourtant, si ce monde il est si invincible, si leur système il est si invincible, alors pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin de renforcer les forces armées? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin de renforcer les effectifs de police, de nous taper dessus dès qu'on relève un peu la tête, de maintenir le statu quo dans les quartiers populaires? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre des présidentielles qui voient
les deux principaux partis des classes dominantes que sont le Parti socialiste et les Républicains, qui sont aussi en crise lors de ces présidentielles. Aujourd'hui, on voit que les classes dominantes, elles galèrent en réalité à trouver le prochain cheval de bataille qui pourra leur permettre d'assurer les réformes dont ils ont besoin à partir de 2017. Le problème, c'est que ces éléments de désillusion qu'on voit par rapport aux principaux partis, à l'heure actuelle, ils bénéficient bien plus à des faux sauveurs comme Macron ou à des ordures comme Marine Le Pen qu'à la perspective de lutte pour un nouveau monde. Lorsque Trump a été élu aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup de médias qui ont repris une citation d'un marxiste révolutionnaire du XXe siècle italien qui s'appelait Antonio Gramsci, qui disait ceci: « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Alors c'est vrai que le XXIe siècle, et je pense qu'on le ressent tous, c'est vrai que le XXIe siècle, il peut être celui des monstres. Il est déjà celui de Trump. Et on a vu dimanche dernier, avec les 50 000 cathoréaques qui étaient descendus dans la rue pour Fillon, ce que pourrait être un gouvernement de type Fillon. Mais Gramsci, quand il prononçait cette phrase, quand il écrivait cette phrase plus exactement, il parlait aussi d'un nouveau monde. Il posait la possibilité d'un nouveau monde. En revanche, il disait une chose, c'est que ce nouveau monde, il dépendrait que de nous-mêmes. Il dépendrait uniquement de ce que feraient les exploités et les opprimés pour se battre pour ce nouveau monde. Quand le gouvernement socialiste en 2016 a voulu imposer la loi travail, il a dû se confronter à des milliers de jeunes, à des milliers d'étudiants, de lycéens qui sont sortis dans la rue et à des milliers de travailleurs qui ont bloqué les ports, les raffineries, le rail et j'en passe. Et cette force sociale, et dont parlait Anas tout à l'heure, c'est bien cette force sociale majoritaire. Elle est là, notre force. Elle existe, on l'a vu agir au printemps dernier. Quand les flics humilient, violent, tuent dans les quartiers populaires, quand ils s'attaquent spécifiquement aux membres racisés de notre classe, ils nous rappellent une chose. C'est que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est 350 millions de personnes, rien que pour les anciennes colonies françaises, qui vivent encore sous le joug de l'impérialisme français. Et parce que notre classe, elle ne peut pas reconnaître leurs frontières, elle est là-bas aussi, notre force. C'est sur cet ensemble de forces qu'on peut compter aujourd'hui. 2017, c'est donc aussi l'anniversaire des 100 ans de la Révolution russe. Il y a un des révolutionnaires russes de cette époque, Léon Trotsky, qui disait une chose. Toute révolution paraît impossible à tout le monde, jusqu'à ce qu'elle devienne inéluctable. Cette phrase, elle est importante. Toute révolution paraît impossible à tout le monde, jusqu'à ce qu'on arrête de s'interdire d'y penser, d'y réfléchir, de poser la possibilité d'une révolution. Paraît impossible à tout le monde jusqu'à ce qu'on arrête de gober l'idéologie dominante selon laquelle s'organiser, c'est perdre sa liberté. Jusqu'à qu'on décide que c'est au contraire, en cessant d'être éparpillé et en se dotant d'un outil commun, un outil qui permette d'élaborer un plan de bataille commun, en toute conscience de nos forces et de celles de nos adversaires. Jusqu'à ce qu'on décide de ne plus perdre la mémoire des grands combats historiques de notre classe. Les classes dominantes, elles ont leur mémoire. Elles ont appris des luttes auxquelles elles ont dû faire face. Elles ont leur parti. Elles ont leur lobby, leur MEDEF. Elles sont organisées en réalité tous les jours pour coordonner leur plan d'attaque. Elles sont organisées pas seulement pendant les mouvements. Est-ce que nous, aujourd'hui, on va s'en tenir à résister ponctuellement quand on se fait attaquer uniquement? Est-ce qu'on va seulement négocier le poids de nos chaînes plutôt que de penser qu'on peut les briser? Est-ce qu'on va s'en tenir à être ingouvernable sous ce système-là? Ou est-ce qu'on va commencer à organiser consciemment son renversement? Pour nous, cette question, elle est un des enjeux centraux de la campagne de Philippe Poutou. D'une campagne ouvrière, féministe, antiraciste, écologiste, c'est-à-dire anticapitaliste. La candidature de notre classe majoritaire, comme on le rappelait déjà, qui, si elle le décide, pourrait écrire l'histoire. Cette bataille, c'est celle qu'on propose de mener, c'est celle qu'on propose à tout le monde de mener avec nous, à travers des comités de soutien de la campagne de Philippe Poutou qui lui permettent à la fois de batailler pour que Philippe Poutou puisse être une voix dans la campagne, dans ces présidentielles-là, mais également de commencer à poser les bases d'organismes qui nous permettent d'organiser le renversement de ce système. Parce que le printemps 2016, ça a été un début, mais aujourd'hui c'est indispensable qu'on puisse écrire la suite. L'enjeu, il est rien de moins que celui de l'avenir de l'humanité. Un avenir qui pourrait être libéré de l'exploitation, des oppressions, mais qui n'aura jamais lieu sans révolution.
C'est cet appel qu'on voudrait passer ce soir à construire une jeunesse révolutionnaire.